bonjour à tous. Une question taraude l'esprit de l'opinion nationale. Le Cameroun est-il au bord de l'implosion sociale après la grogne de mai 90 et les émeutes de février 2008? Bamenda est encore entré en ébullition cette semaine. La capitale régionale du Nord-Ouest s'est embrasée lors d'une manifestation populaire initiée au départ pour soutenir des avocats et enseignants anglophones. Ce mouvement de contestation s'est radicalisé pour dénoncer le chômage des jeunes, le sous-développement infrastructurel et la marginalisation des anglophones. Malgré une violente répression policière, où la presse a constaté que des balles réelles ont été tirées sur des manifestants, la grogne s'est tout de même poursuivie durant 2 jours. Même le recadrage du ministre de la Justice et des réunions du ministre de l'Enseignement supérieur n'ont pas calmé la colère des avocats frondeurs, des enseignants grévistes et des populations exaspérées. Pendant que l'opposition, la presse, critique l'indifférence du gouvernement et son refus du dialogue, le Premier ministre Philémon Yon est descendu dans le chaudron de Bamenda pour tenter d'apaiser et de désamorcer la bombe. Comment expliquer quelles sont les causes profondes de cette grogne sociale qui ne cesse de monter au Cameroun? Pourrait-elle s'estomper en 2017, une année qui s'annonce bien difficile au regard d'une pression fiscale plus importante prévue dans la loi des finances 2017? La situation pourrait-elle changer? Les réformes sociales engagées jusqu'ici peuvent-elles répondre à cette grogne sociale qui ne cesse d'enfler? On en parle dans cette édition de Droit des réponses, une émission où des universitaires, analystes politiques, journalistes ont le droit d'analyser, de décrypter l'actualité telle qu'elle a été traitée dans la presse. Avant l'entrée en scène des panélistes, je reçois sur ce plateau le chroniqueur de Droit des réponses, Flavien Ndongo, bonjour. Bonjour Cédric Nouffelé, bonjour à tous les panélistes. Quel est en substance le regard de la presse sur ces préoccupations majeures qui se sont déroulées au Cameroun? Eh bien, les réponses à vos questions se trouvent dans les journaux de cette semaine, les journaux parus dans les kiosques, également les journaux achetés aussi par les lecteurs. D'ailleurs, sur la question des émeutes de Bamenda, un rapport bien entendu avec les manifestations des avocats. La Nouvelle Expression de lundi annonçait déjà que le bâtonnier commande, ou tout au moins a condamné, toutes les violences perpétrées sur les avocats par les forces de l'ordre, étant donné que leurs revendications sont pour la plupart légitimes. Le Conseil de l'ordre ainsi que l'Assemblée générale des avocats sont allés dans la même lignée. Dans un communiqué rendu public, l'Ordre des avocats a par ailleurs demandé aux procureurs généraux près les cours d'appel du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à ouvrir des enquêtes en vue de traduire les auteurs de ces violences sur les avocats devant les juridictions compétentes. Alors que le communiqué faisait le tour des médias, l'armée avait déjà assiégé la ville de Bamenda. Le quotidien Le Messager qui l'annonce faisait déjà savoir que la suite donc de la grève des enseignants, à la suite de la grève des enseignants anglophones, qui a donc emboîté le pas à celle des avocats, certains établissements sont restés fermés durant des jours. Seulement, le mouvement des enseignants a été récupéré, selon le journal, par les civils, eux aussi exaspérés par les conditions de vie devenues exécrables dans cette partie du pays. Tout cela a été donc transformé en émeute, selon les journaux. Au Ouest littoral a même titré que les francophones habitant la ville de Bamenda étaient priés de rentrer chez eux. Le reporter précise que les coups de feu ont été entendus, des incendies vécus également. Pour le journal Ouest littoral, à force de refuser le dialogue, le renouveau risque de perdre son pouvoir à la moindre bavure générale. Il est donc question que le chef de l'État ouvre grand les yeux pour mieux voir s'il ne veut pas que le pays s'embrase. C'est ce qui est d'ailleurs dit dans la presse. Dans les échauffourées donc de cette semaine, la Nouvelle Expression a rencontré le chairman John Frondi, lui qui a déclaré que lors des émeutes, les forces de l'ordre ont d'ailleurs tiré à balles réelles sur les populations et même sur sa résidence qui a abrité une partie des personnes qui cherchaient refuge. Bien plus, le leader du parti de l'opposition au Cameroun a d'ailleurs fait savoir qu'il a même été arrosé de gaz lacrymogènes. Frondi a travers donc tout cela, estime que c'était donc un coup monté pour tenter de l'éliminer.
Il pense, et selon notamment la nouvelle expression, que le gouvernement de Yaoundé doit non seulement retirer les éléments des forces de l'ordre qui sont donc dissimulés dans la ville de Bamenda, mais aussi ouvrir le dialogue pour écarter tout au moins toutes les évidences qui peuvent être faites à travers notamment les manifestations qui sont perpétrées dans cette partie du pays. Et lui, il estime que ces manifestants ont bien des choses à dire et que le gouvernement doit prendre le temps pour les écouter. Certains observateurs ont eux aussi exigé une commission spéciale élargie pour tenter de trouver la paix. Dans ces revendications, le journal La Météo titre que les avocats grévistes se sont d'ailleurs retrouvés dos au mur à la menace de créer un barreau anglophone. Le ministre de la Justice a organisé une rencontre à Yaoundé qui a réuni les avocats et leurs porte-parole. Mardi dernier, le garde des Sceaux a d'ailleurs opposé les tests qui consacrent l'existence d'un seul ordre des avocats au Cameroun, bref, un seul barreau au Cameroun. Laurent Esso s'est même indigné du fait que certains qui maîtrisent d'ailleurs la loi, ces hommes qui maîtrisent la loi, ont même évolué donc en marge de cette même loi pour demander la création d'un nouveau barreau. Pourtant, ils savent ce qui est défini dans les textes. Donc pour lui, il n'est pas question de créer un second barreau pour repère. Cette sortie du ministre est donc une sorte de gifle donc aux avocats anglophones. Lui, il estime que c'est lui qui doit donc prendre des décisions pour notamment recadrer le fonctionnement de ses avocats. Et dans la presse, on a pu lire pour le droit Ouada n'est pas un seul problème des francophones ou encore des anglophones, c'est pour tous les pratiquants du droit. Et parmi donc les résolutions la plus en vue a été donc celle de la tenue des États généraux de la justice annoncée par le chef de l'État, en tout cas ici par le ministre de la Justice, ce qui permettrait donc aux hommes de droit d'être au même titre, au même niveau d'information des réalités de l'administration camerounaise. Au lendemain des émeutes, la nouvelle expression révèle que la ville de Bamenda a tout l'air d'une ville morte, avec notamment le reporter qui allait rencontrer aussi d'autres leaders de ce côté-là et même la population pour comprendre exactement ce qui s'est réellement passé. Le lancement du Social-Democratic Front, bien entendu, au sang, en rappelant quelques dates, le 26 mai 1990, rappelle les mêmes circonstances, la présidentielle au résultat controversé en 1992, comme après les fameuses émeutes également de 1997. Donc, les leaders de l'opposition du MRC, le Manidem et bien sûr le CISPP accusent d'ailleurs le gouvernement de ne pas donner la parole aux populations qui sont aujourd'hui en colère. Pourtant, en leur donnant la parole, les choses peuvent s'arranger au plus vite. Bref, il faut une culture de dialogue au Cameroun. Voilà pour ce qui est du premier sujet. Le second parle bien entendu, concerne la loi des finances qui est en examen en ce moment à l'Assemblée nationale. Cédric, vous l'avez évoqué. Le messager parle d'ailleurs des petites promesses de Philemon Yan en 2017. On l'apprend dans les journaux. Le journal fait savoir que plusieurs réalisations vont être faites et vont même se dérouler au cours de l'année 2017. D'ailleurs, on parle du plan de l'éducation, du transport, des routes, et bien sûr de la télécommunication ainsi que des industries. Ces promesses faites par le premier ministre au gouvernement, à son gouvernement, donc, et un gouvernement nommé par le chef de l'État, Paul Biya. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses et que les Camerounais doivent davantage serrer les ceintures, qui sont déjà serrées depuis des années aujourd'hui. La nouvelle expression, pour sa part, dit qu'il y aura donc des redistributions des cartes dans certains ministères pour l'année prochaine. Le ministre du Développement urbain, le ministère du Tourisme et bien entendu le ministère de la Recherche scientifique vont perdre quelques CFA dans leurs enveloppes actuelle, alors que le ministère des enseignements secondaires, le ministère des travaux publics ainsi que le ministère des l'enseignement supérieur et la justice verront leurs enveloppes prendre du volume. Mais comment renflouer donc les caisses de l'État en 2017? Le gouvernement de Philemon Yan refuse de dire aux Camerounais que la vie va être dure, très dure d'ailleurs, puisque la nouvelle expression révèle que le gouvernement prévoit d'ailleurs en 2017 l'établissement des droits d'assises sur l'importation des véhicules de plus de 10 ans, à savoir 12,5%, une autre taxe pour le recouvrement du cacao et bien sûr du café. Autre chose, les timbres de 200 francs seront vendus à 600 francs CFA. Bref, il y a des surprises que les Camerounais vont découvrir en 2017. Certains journaux ont d'ailleurs ajouté que la vie sera davantage difficile en 2017 avec les 10 nouvelles mesures proposées par le gouvernement dans le budget 2017. Voilà l'essentiel des sujets traités par la presse cette semaine. Merci Flavien Ndongo pour cette substance, cette synthèse bien sûr du regard de la presse sur ces différentes préoccupations. À présent, lèvons un pan de voile sur les invités que nous recevons ici ce midi. Sur droit de réponse,
Professeur Yenshu Vubo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Droit de réponse. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie et anthropologie à l'université de Buea. Vous avez publié plusieurs articles dans des revues scientifiques traitant des problèmes d'identité, de construction nationale, mais aussi de biculturalisme au Cameroun. Et juste à côté de vous, Maître Gilbert Bongam, bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes avocat, praticien du common law, mais aussi également installé à Douala et aussi proche quand même de ce mouvement qui se poursuit à Bamenda. C'est bien ça? Oui. Et également sur ce plateau avec nous, Dr Ngala Donatus Befi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert consultant en bilinguisme, chargé de cours à la faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Douala. Vous avez également publié des articles dans des revues scientifiques concernant la pratique du bilinguisme au Cameroun et bien sûr les différentes mesures prises par le gouvernement pour améliorer ce bilinguisme-là. Également notre dernier invité sur ce plateau, consultant Edmond Kamgia. Bonjour. Bonjour Cédric. Bienvenue sur ce plateau. Tout à fait. Bonjour à tous les copanélistes et à tous les téléspectateurs. Je commence avec vous, professeur Yenshu Vubo. Vous avez certainement lu la presse cette semaine avec ces scènes d'émeutes décrites par La Nouvelle Expression, Le Messager et d'autres tabloïds. Comment avez-vous vécu ces différentes scènes-là étant du côté de Buea? Merci pour m'avoir invité. Je dois dire que nous sommes dans la zone où ces revendications se sentent le plus. Il y a d'autres anglophones qui se trouvent dans la partie francophone du pays. Donc ces problématiques les concernent aussi. Mais nous sommes dans le bain, comme on dit. Et ce mouvement a d'abord été un appel à boycott des classes, boycott de cours par des enseignants. Et puis, il y a eu, surtout à Bamenda, d'autres revendications qui s'y sont ajoutées. Avant qu'on arrive au fond des revendications, sur ces scènes d'émeutes qui se déroulent à Bamenda, vous êtes à Buea, non loin, bien sûr, Buea qui est bien sûr une zone aussi anglophone. Comment vous vivez ça? Comment est-ce que les nouvelles vous parviennent? Comment vous réagissez face à ça? Ce sont des nouvelles excitantes. C'était au jour le jour que ces nouvelles nous parvenaient. Et nous parviennent toujours. Et on vit à distance comme les autres Camerounais de Bafoussam ou de Douala. Mais comme on est dans la partie anglophone du pays, ces problèmes nous concernent directement. Et je peux dire que nous avons suivi avec attention ces événements, parfois douloureux. Effectivement, la presse qui parle d'un mouvement d'humeur qui a débouché sur des affrontements sanglants entre des manifestants au menu et des forces de défense lourdement armées. Maître Gilbert Bongam, c'est sensiblement la même situation que vos confrères ont vécu il y a quelques jours à Bamenda. Oui, absolument. Vous savez, c'est pathétique parce que les forces de l'ordre, ils ont les armes et les citoyens camerounais, les avocats, ils n'ont pas des armes pour aller en route ou manifester avec les armes. Vous constaterez que ce qui s'est passé dans les deux régions du Cameroun, les enseignants ont décidé d'arrêter le cours parce qu'ils ont quand même certaines préoccupations que l'État devait regarder. Les avocats, la même chose. Ils ont décidé d'aller en route, ils sont allés faire une protestation de manière pacifique. Donc je ne vois pas comment les forces de l'ordre devaient venir entrer dedans pour pouvoir commencer à les brutaliser. Dans un état de droit. Donc pour vous, c'était de la brutalité de la part des forces de l'ordre envers ces manifestants? Oui, tout à fait. Ce n'est pas normal. Dans un état de droit, les forces de l'ordre devaient plutôt protéger ces gens, de les laisser s'exprimer de manière normale. Mais une manifestation au Cameroun, dans ce cas, doit être déclarée avant qu'elle puisse s'ébranler dans les rues d'une capitale. Mais celle-là
de façon spontanée? Est-ce que la réaction des forces de l'ordre n'était pas justement opportune? Non. Parce que quand on dit manifestation, ce n'est pas, les gens ne se sont pas sortis pour aller créer des problèmes. Ils se sont sortis pour, par exemple, ce qui s'est passé à Boya. On a arrêté les avocats dans les cabinets, dans les hôtels. Oui, maintenant on parle de Bamenda. À Lundi Bamenda. 21 novembre 2016, avec ces jeunes qui disposent d'un cercueil et ensuite toute une masse qui se réunit autour de lui et qui se met à marcher dans les rues de Bamenda. Pour vous, la réaction Vous des savez, autorités des forces de l'ordre? la réaction de l'autorité des forces de l'ordre en tirant sur ces jeunes qui n'avaient pas des armes n'est pas normale. Parce que les forces de l'ordre sont là pour protéger les citoyens. Ce n'est pas pour aller. Ils étaient en route pour manifester. Ils n'avaient pas détruit quelque chose. C'est au moment où les forces de l'ordre ont commencé à tirer sur eux qu'ils ont commencé aussi à réagir. Justement, ça c'est votre version des faits. Docteur Ngala Donatus Befi, sur ces témoignages des panélistes ici présents qui estiment que c'est à cause des forces de l'ordre que tout a dégénéré lors de ces manifestations, ces protestations pacifiques du côté de Bamenda. Bon, disons que chacun pourrait avoir son point de vue par rapport à ces événements, n'est-ce pas? Moi, je préférerais les regarder sous l'angle de la causalité. C'est-à-dire que ce que nous vivons là sont des effets, n'est-ce pas? Et les causes sont ailleurs. Justement, avant qu'on arrive à l'analyse, bien sûr, à l'autopsie de ces causes profondes d'un tel mouvement, sur la gestion d'une telle manifestation spontanée, la réponse de l'autorité administrative et des forces de l'ordre, selon vous, est-elle adéquate par rapport à ces jeunes qui se retrouvaient là pour demander de meilleures conditions de vie? Bon, disons que c'est... tout le monde a toujours dit cela. Quand il y a des gens en face qui sont sans armes, on ne devrait pas, n'est-ce pas, ouvrir le feu à bout portant sur eux. On l'a toujours dit. Mais la difficulté, c'est que les autorités, telles que je le sache, n'est-ce pas, ne demandent pas à ce que le feu soit ouvert sur les manifestants. Mais une fois sur le terrain, d'autres choses imprévues peuvent arriver qui poussent les gens à agir, n'est-ce pas, à réagir d'une certaine façon qui n'a pas été prévue ou ordonnée. Nous sommes des hommes, hein, on peut vous dire, par exemple, en droit on dit la légitime défense, la réaction doit être proportionnée à l'action. Mais lorsqu'on voit les forces de l'ordre lourdement armées et d'un côté des manifestants au menu, selon les descriptions qui sont faites dans la presse, est-ce que là, il n'y a pas de déséquilibre dans le rapport de force pour qu'on en arrive à pouvoir tirer des balles réelles selon ce que la presse a dit sur des manifestants? Voilà ce que je suis en train de dire. Je dis ceci, la réaction devait être proportionnée à l'action. Mais prenons un exemple simple. Si vous recevez une gifle, il est difficile de répliquer par une gifle. Vous pouvez riposter par une gifle encore plus forte. Parce qu'on est des êtres humains et on a souvent les nerfs à fleur de peau. Justement, quand on est provoqué, parce qu'on n'est pas des machines réglées, on n'est pas des ordinateurs. Seul un ordinateur peut agir de cette façon-là. On a toujours dit ça, la réaction devrait être proportionnée à l'action. Mais si vous recevez une gifle, vous n'allez pas répondre par une gifle seulement. À ce sujet, la nouvelle expression a comparé ces scènes d'émeute à celles qui sont survenues lors de mai 90. Edmond Kamgia, vous qui êtes à la nouvelle expression, pourquoi cette comparaison avec les événements des villes mortes au Cameroun et ce que l'on a vécu durant les 21 et 22 novembre 2016 à Bamenda? D'abord, avant de répondre à ta question, je voudrais dire un mot sur un terme que je viens d'écouter, la légitime défense. J'estime que ce terme est totalement inapproprié et déplacé par rapport au contexte. Ouais. Parce qu'on ne peut pas parler de la légitime défense des forces de sécurité, des forces de l'ordre face aux populations aux mains nues, qui n'ont même pas des armes blanches. Ils n'étaient pas armés.
C'est-à-dire que ce soit les avocats anglophones, que ce soit les syndicats, les enseignants, que ce soit les populations, parce qu'il y a eu un bon nombre de citoyens qui s'est levé pour revendiquer la cherté de la vie. Oui. C'est-à-dire que le manque d'eau, d'électricité, les routes qui sont mauvaises, et personne n'était armé, à notre connaissance. J'estime qu'on ne devrait même pas parler de légitime défense. Non, les forces de l'ordre devraient tout simplement encadrer les populations et éviter qu'il y ait éventuellement des casses. À ce sujet, justement, John Fundi, dans le colonne Nouvelle Expression, fait savoir, il pointe du doigt des policiers à la gâchette facile, tout à fait, fortement déployés dans la ville. Selon John Fundi, des propos évoqués dans la Nouvelle Expression, ils ont tiré des rafales de balles réelles, du gaz lacrymogène contre les manifestants et des étudiants. C'est un témoignage édifiant et c'est moi qui ai rédigé cet article et j'assume parce que c'est ce que John Fundi a dit de ce qu'il a vécu lui-même sur le terrain et c'est ce qui s'est passé. Selon même nos correspondants sur le terrain, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, le lien, l'analogie que nous faisons avec les événements de mai 90 à Bamenda, c'est parce qu'il y a eu des morts. L'autorité administrative, le gouverneur, la première autorité a reconnu au moins qu'il y a eu un mort. Même comme d'autres informations laissent entendre qu'il y aurait eu plusieurs morts et de nombreux blessés. Pour l'instant, officiellement, on reconnaît au moins un mort. Rappelez-vous, le 26 mai 90 à Bamenda, il y a eu officiellement 6 morts. Donc, le lien a sa place. Et le témoignage de John Fundi vient renforcer encore la relation des faits entre ce qui s'est passé en 90 et ce qui s'est passé il y a quelques jours à Bamenda. Je dois dire ici, pour m'offusquer d'une des réponses d'un des membres du gouvernement, parce que tout à l'heure, vous parlez des réponses du gouvernement. Il y en a eu chronologiquement 3 réponses. Justement, on arrivera aux réponses. Je vais quand même souligner la réaction d'un membre du gouvernement qui a été carrément déplacée et dangereuse. Je veux parler d'un des collaborateurs du chef de l'État qui s'appelle M. Tanganji. Il a fait une réaction, j'allais dire grave. Il a mis l'huile sur le feu, n'est-ce pas, au journal officiel, la CRTV, en laissant croire non seulement qu'il n'existe pas un problème anglophone au Cameroun, mais il s'est... n'est-ce pas, s'est étalé sur un certain nombre de considérations, à tel enseigne qu'il a même cité des postes occupés par des anglophones pour laisser croire que les anglophones ont des postes importants dans ce pays. Justement, sur ce point précis, je veux simplement dire une chose. Non, les anglophones n'ont pas des postes les plus importants dans ce pays. On reviendra aux revendications même de ces différents manifestants. Professeur Yann Chouvoubo, lorsque la Nouvelle Expression fait cette comparaison entre les événements de mai 90, vous qui les avez vécus également, et ces scènes d'émeutes vécues à Bamenda le 21 et 22 novembre 2016, est-ce que cette comparaison tient? Est-ce qu'on était sensiblement dans un même schéma aussi explosif que cette année-là? Il y a une nette différence entre les deux événements. Les événements de 90, mai 26 90 était le lancement d'un parti politique, le tout premier, après 1966, c'était le premier parti politique à se déclarer publiquement. Donc, c'était un événement de portée nationale. Les contextes sociopolitiques ne sont pas les mêmes, c'est ce que vous voulez dire? Mais actuellement, nous avons avec des revendications tout à fait particulières et qui veulent adresser un problème de portée nationale, bien sûr, mais pas aussi de la même manière. Mais est-ce que vous vous attendiez à cette escalade de la violence lors de cette manifestation que personne n'a vu venir à Bamenda? Les deux événements, il y a eu, en termes de cadre, en termes d'acteurs, il y a des similitudes aussi. Parce qu'en 90, il y a, à l'annonce de lancement du parti, il y a aussi une mobilisation de l'administration, des forces de l'ordre et le même cadre. De même que ça. Mais ce n'est le lancement du parti politique n'a pas eu le même effet. Ici, c'est l'appel au boycott. Il y a une suite d'événements qui emboîtent le pas à un autre mouvement qui vient de terminer, qui perdure le mouvement des avocats. Mais les gens de la ville pensent qu'il faut poser d'autres problèmes, comme le problème des routes, le problème de l'eau, les problèmes connexes, et qui sortent même du cadre de l'appel des enseignants pour poser des problèmes tout à fait légitimes, connexes,
Et on voit maintenant qu'ils sortent même du cadre de mot d'ordre des enseignants pour sortir dans la rue. Alors que jusqu'à lundi, les manifestations étaient essentiellement axées sur les revendications des avocats et enseignants. L'un des présidents du mouvement des enseignants disait toujours qu'il ne fallait pas sortir. Donc ces gens, ils ont pris sur eux pour dire, bon, on va profiter de la situation pour poser d'autres problèmes qui sont... Il faut voir aussi le niveau de la bande de route de Bamenda. Oui, on arrivera là. Edmond Kamgia, la presse a relayé comment un mouvement de contestation, initié au départ pour soutenir les avocats et enseignants anglophones, s'est radicalisé pour poser d'autres problèmes sociaux au Cameroun. Comment expliquer qu'on en soit en arrivé là et que personne n'ait vu venir cette grogne? Je pense tout simplement que c'est parce que le gouvernement n'a pas suffisamment pris la mesure des choses. Parce qu'en réalité, les problèmes qui sont posés, certes, par les avocats, c'est une revendication légitime, c'est-à-dire la traduction, obtenir la version anglaise, n'est-ce pas, du texte OHADA, du traité uniforme OHADA. C'est légitime, mais je dis les autres problèmes qui sont survenus après, ceux des enseignants, comme les autres problèmes concernant la société civile, et même les problèmes politiques, parce qu'il y a eu également des revendications d'ordre politique, notamment la revendication du fédéralisme. Il y a même eu des écritures où on mentionnait la sécession. Mais ce n'était pas les problèmes de départ. Mais la majorité... Ce sont des problèmes qui ont ressurgi à la faveur du contexte. Et pour comprendre cela, je dis que c'est parce que le gouvernement a tendance à ne pas réagir promptement, à ne même pas anticiper sur certains événements. Parce que je disais tout à l'heure qu'il y a des problèmes qui datent. Parce que si on remonte à la All Anglophone Conference, la troisième notamment de Bamenda, de Buea en 1993, un certain nombre de résolutions, de recommandations avaient été prises lors de cette rencontre qui avait permis, n'est-ce pas, à tous les dignitaires administratifs, politiques, traditionnels et même les leaders d'opinion et des associations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'était une réponse au grand débat national que Paul Biya avait annoncé. Ils avaient fait un certain nombre de propositions. Il y avait même des représentants du gouvernement à qui des doléances avaient été transmises. Mais il n'y a jamais eu de suite. C'est pour cela qu'il y a une certaine fébrilité dans l'attitude du pouvoir vis-à-vis des revendications n'est-ce pas, des leaders anglophones. Et aujourd'hui, vous savez que dans l'une des réponses du gouvernement, le Premier ministre est descendu sur le terrain. Justement, le Premier ministre qui séjourne depuis vendredi à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, Dr Ngala Donatus Befi, ces revendications qui ont muté en l'espace de quelques heures, quitté des revendications du soutien apporté aux avocats enseignants anglophones pour poser des problèmes d'ordre social, sous-développement infrastructurel, chômage des jeunes, également marginalisation des anglophones. On y revient encore. Voilà, je voudrais d'abord clarifier ma position par rapport à ces événements-là. Ce que j'ai dit au départ, je ne suis pas sûr d'avoir été compris. J'ai pris comme exemple. Parce que qu'est-ce qui est dit ici? La thèse qui est développée, c'est que les forces de l'ordre, n'est-ce pas, sont armées, les populations sont sans armes. Et que les forces de l'ordre ont ouvert le feu sans aucune provocation. Soit. Mais je prends un exemple pour dire que même en cas de légitime défense, on dit souvent que la réaction devrait être proportionnée à l'action. Mais la réaction ne peut jamais être proportionnée à l'action. Docteur Ngala, maintenant sur la revendication. Avançons sur les revendications. On vous a compris. Sur les revendications que posent ces manifestants. Vous ne m'avez pas compris. Je dis ceci. Avançons. Bon, je voudrais être serein et analyser froidement cette situation. Le vrai problème, c'est le suivant. Je ne suis pas venu ici faire le procès de qui que ce soit, encore moins de l'administration ou des forces de l'ordre ou des populations. Je ne fais pas de procès de qui que ce soit. Je suis en train de dire simplement ceci. On peut avoir une situation où quelqu'un agresse l'autre. Je ne dis pas forcément que les forces de l'ordre ont agressé ou vice-versa. On peut avoir une situation comme ça. Mais si l'on voudrait comprendre le motif, on fait un procès. Moi, je suggère que ces forces de l'ordre-là soient entendues, par exemple, qu'ils donnent leur version. À ce moment-là, on aura la lumière sur ces événements-là. On ne peut pas comme ça, n'est-ce pas, unilatéralement, se mettre à émettre des jugements et même des verdicts
sur des événements où deux parties n'est-ce pas, sont opposées. Il faudrait entendre les deux parties. Justement. C'est ça que je suis en train de dire. En attendant, sur les raisons pour lesquelles ces jeunes manifestants sont sortis dans la rue à Bamenda pour pouvoir poser un certain nombre de revendications, personne n'a vu venir ce mouvement. On s'attendait d'abord à un simple soutien aux avocats et enseignants anglophones. Ensuite, d'autres revendications émergées sur des problèmes sociaux que rencontrent la plupart des Camerounais. Comment vivez-vous ce mouvement de revendication qui est né spontanément et qui s'est durci? Docteur Ngala Donatus. Voilà le problème. Je pense que nous devrions regarder globalement, n'est-ce pas, la scène nationale. Il y a eu des mémorandums, de multiples mémorandums qui ont été présentés. Les Yaoundéens, ou les gens du Fundi en ont présenté. Les gens de l'Est également, les gens du Nord également. Donc nous sommes à l'ère des mémorandums. Je dis mémorandum. D'aucuns disent mémorandum, je dis mémorandum. Nous sommes à l'ère des mémorandums. Nous pourrions considérer également ou assimiler ce mouvement à un mémorandum qui est également présenté. Donc pour vous, il y a désormais deux modes d'expression ou deux modes de pression sur le gouvernement en dehors du mémorandum qui est initié par certaines élites. Il y a aussi la grogne sociale qui est devenue le mot d'expression des masses. Exactement. Pour faire pression sur le gouvernement. Exactement. C'est une autre forme de présentation d'un message ou d'expression d'un mal-être. Chacun prend en tout cas, emploie le moyen qui lui paraît le plus efficace. Donc je considère ce mouvement-là comme une forme de mémorandum, mais un mémorandum présenté de manière plus musclée que les autres qu'on a vu jusqu'ici. Merci. Alors, Maître Gilbert Mbongam, sur ces revendications, sur cette grogne qui a dépassé le cadre de soutien à apporter à vos confrères anglophones pour poser d'autres problèmes que vivent presque tous les Camerounais. Oui, vous savez que tant que l'État ne réagit pas promptement aux demandes de ses citoyens, il y a des moments que ça arrive comme ça. Voyez-vous, je veux d'abord m'attarder sur le problème des avocats qui pratiquent la common law. Non, nous reviendrons d'abord sur ces jeunes qui sont sortis dans la rue, je veux revenir, qui maintenant manifestent et posent des problèmes de chômage, d'infrastructures à Bamenda, qui est une ville sous-développée selon eux. Oui, ce problème arrive parce que les avocats avaient déjà suspendu la porte d'Europe, n'est-ce pas? Et l'État n'a pas réagi. Ce jeune avait les mal dans eux. Et le seul moyen pour eux de sortir, c'est au moment où ils ont constaté que les avocats sont sortis. Ils ont profité derrière ça. Et c'est tout à fait normal. Parce que dans une ville comme Bamenda, par exemple, il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pratiquement rien. Et ces jeunes souffrent. Si les jeunes sortent pour faire la manifestation, demandant qu'ils veulent ceci, c'est de leur droit. Ne peut pas être un Camerounais, vous vivez là-bas, vous payez les impôts et vous n'avez pas moyen de vivre au moins de l'eau à boire. Mais il existe un délégué de gouvernement, une collectivité territoriale décentralisée. C'est pour cela que ce jeune... population, pourquoi ne pas s'exprimer ce jeune représentant? Si vous avez suivi ce que les jeunes qui avaient le cercueil disaient, vous devez comprendre. Parce qu'il disait ceci. Il a pris son cercueil aujourd'hui parce qu'il est fatigué. Il est allé vers les délégués du gouvernement pour demander qu'est-ce qui se passe avec les routes ici. Vous ne voulez pas arranger. Les gens viennent, ils crèchent, on abandonne, il n'y a pas d'eau. Et les délégués disent que non, ce n'est pas ma responsabilité. Il est allé partout. On dit que ce n'est pas leur responsabilité. C'est à ce moment il a décidé de sortir. Il a eu le courage de sortir. Il dit que bon, comme je suis allé partout, vous avez dit que ce n'est pas de votre responsabilité. Donc, vaut mieux que soit on arrange ça ou je mens. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de gens ont réagi sans savoir. Si vous avez suivi ce que ce jeune avait dit, il insistait sur le fait qu'il a déjà toqué dans toutes les portes, il n'a pas trouvé la solution. Il préfère mourir. Professeur Yanchou Voubo, on vient d'entendre le témoignage sur ces événements qui se sont déroulés à l'origine du mouvement de contestation vécu à Bamenda. Comment expliquer ce malaise
profond au sein de la jeunesse, notamment du côté de Bamenda. Je vais faire un petit commentaire sur le monsieur qui porte le cercueil. Je fais une comparaison avec le Tunisien qui s'est brûlé pour déclencher le printemps arabe, ce qu'on appelle le printemps arabe. Alors, on est dans le même schéma d'une insurrection au Cameroun, selon vous? Un peu la même chose. Voici un monsieur qui n'arrive pas à vendre ses légumes ou ses fruits. En Afrique du Nord, c'est un bon... ça donne à vivre à beaucoup de gens. Donc, il décide de se brûler. Et c'est comme ça que les autres prennent le pas. Et c'est comme ça que le printemps arabe, le printemps tunisien s'est réalisé. Donc, voici le monsieur aussi prend sur lui de dire je vais mourir pour qu'on entende les autres, pour que on arrive à nous entendre. En profondeur, j'avais parlé de profiter. Les gens ont profité des deux mouvements qui concernent des secteurs d'activité spécifiques, mais qui sont un peu éloignés des masses. Mais les gens ont dit, comme vous avez dit, il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas d'école aujourd'hui, nous allons aussi nous faire entendre. Comme vous pouvez vous faire entendre par le boycott, nous allons nous descendre dans la rue. Alors que les élèves, les enseignants, les étudiants ne sont pas en classe, et ils disent maintenant, on va écouter les avocats, on va écouter les enseignants, mais nous allons nous faire entendre comme à l'accoutumée en sortant dans la rue. Alors, professeur Yanchoufoubo, pourquoi ces foyers de protestation se multiplient au Cameroun? Juste avant la CAN féminine, ce sont des ouvriers, des employés de la société Le Bus qui ont barré la route du côté de Yaoundé. À Douala, il y a plusieurs ouvriers du chantier naval qui chaque fois manifestent dans la rue pour contester les conditions de travail. Aujourd'hui, c'est Bamenda, après le mouvement des enseignants et des avocats. Pourquoi ces foyers de protestation et de grogne tendent à se multiplier au Cameroun? Ce n'est pas spécifique au Cameroun. La vie moderne, c'est aussi ça. Tant que la société se développe, il y aura toujours des foyers de tension. Si il n'y a pas une législation ou bien on ne pense pas à la société, au fur et à mesure qu'elle se développe, il y aura toujours des problèmes sociaux qui vont surgir. C'est avec la modernisation de la société qu'on trouve tous ces mouvements qu'on appelle mouvements sociaux. Prenons par exemple, le Cameroun a près de 25 millions d'habitants. Dans les années 60, on avait à peine 5 millions. Il y a des problèmes de gestion de 20 millions d'une société très développée avec des secteurs comme le transport, avec l'éducation. Quand on parlait du bilinguisme dans les années 60, il n'y avait que la population était petite. Maintenant, la société s'est complexifiée. Mais on n'a pas anticipé. L'État est en retard par rapport à la gestion de ces problèmes. Justement, vous parlez du retard du gouvernement par rapport à son manque d'anticipation et de vision sur la gestion du pays. Docteur Ngala Donatus, la presse, par contre, et l'opposition invoquent plutôt l'indifférence du gouvernement face à ces injustices, face à ces dysfonctionnements, une absence d'équité dans la politique de développement du pays. Est-ce que vous partagez cet avis de la presse sur les raisons pour lesquelles ces grognes se multiplient au Cameroun? Quand la presse dit une absence d'équité, ça veut dire l'équité entre quel secteur et quel secteur, par exemple? Parce qu'il faudrait que ce soit clair. Est-ce qu'il s'agit de comparer Douala à Bamenda ou Douala à Yaoundé ou Garoua à Mar... Je ne sais pas. Quand on parle d'inéquité, ça veut dire qu'il y a deux parties.
qui serait, n'est-ce pas, en déséquilibre sur le plan des privilèges, par exemple. Mais cette grogne sociale a laissé transparaître une radicalisation des positions avec ces jeunes qui estiment qu'en plus d'avoir des conditions de vie assez difficiles, ils sont doublement marginalisés du fait d'être anglophones. Du fait d'être anglophone. Ben, on a vu les émeutes de 2008. Ce n'était pas les anglophones. Je suis très mal à l'aise sur ce plateau par rapport à la manière dont ces questions sont posées. En 2008, est-ce qu'il s'agissait des anglophones? Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous tous avons des problèmes. Nous tous avons des problèmes. Certains posent les leurs, d'autres meurent sous silence. Il y a des gens qui souffrent sans se plaindre. Il y a des gens qui peuvent se plaindre. On a vu en 2008, il y a eu une insurrection. Ce n'était pas les anglophones qui s'étaient soulevés, c'était les Camerounais. Nous sommes aujourd'hui en 2016 Oui. et ce mouvement de contestation se déroule à Bamenda. Et parmi, bien sûr, les griefs formulés par ces manifestants, il y a le fait qu'ils se sentent marginalisés dans la gestion, dans la redistribution des richesses, dans la politique de développement qui est impulsée par le Cameroun. Les jeunes de Bamenda, les jeunes de quelle partie du Cameroun ne se sentiraient pas, n'est-ce pas, la même pression, ne sentiraient pas la même pression, n'est-ce pas, le même mal-être. Je dis c'est global, c'est global. Et je voudrais être honnête pour dire que, bien sûr, il y a eu le problème des avocats, il y a eu le problème des enseignants, mais les autres problèmes qui se sont greffés sont des problèmes que tous les Camerounais connaissent. Moi-même, je connais ces problèmes-là à mon niveau personnel. Je ne connais pas un seul jeune qui n'ait pas un problème aujourd'hui. Problème de chômage, problème même de nourriture, problème d'abri. Ils sont partis dans le pays. L'autre jour, sur la Triangle, je me suis fait assiéger quand j'étais à la pompe par des enfants de la rue. Ces enfants-là ne parlaient pas anglais. Ils sont venus vers moi et ils m'ont dit de leur demander de leur donner à manger. Et j'étais obligé parce qu'ils étaient déterminés à ce que je leur donne de l'argent. Je leur en ai donné. Ce ne sont pas des jeunes anglophones. Edmond Kamgia, sur cette question de cette radicalisation de ce mouvement de contestation à Bamenda, où effectivement on est revenu encore sur le sempiternel problème de marginalisation des anglophones. Oui, je pense que le débat prend une autre tournure là. Est-ce que nous parlons de la question anglophone de manière spécifique ou est-ce que nous parlons des problèmes de développement, des problèmes généraux du Cameroun? Parce qu'il faut savoir, si on parle de la question anglophone, parlons donc de la question anglophone. Est-ce que ce n'est pas l'indifférence? Est-ce que justement ce n'est pas l'indifférence? Parlons des problèmes du Cameroun en général. Est-ce que ce n'est pas l'indifférence du gouvernement face à ces nombreux problèmes que posent les populations qui entraînent justement ce basculement vers un extrémisme qui vise à, bien sûr, faire naître un radicalisme au niveau des prises de position de la part des contestataires? Effectivement, on peut le comprendre. C'est-à-dire, les problèmes que connaissent les jeunes de façon générale au Cameroun viennent s'ajouter à d'autres problèmes que ces jeunes connaissent en tant qu'anglophones. Parce que, je tiens à le préciser ici, anglophone, ce n'est pas parce qu'on parle anglais qu'on dit qu'on est anglophone. Anglophone, c'est une culture. Vous savez, le Cameroun a été, au lendemain, n'est-ce pas, du protectorat, après la Première Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne a quitté le Cameroun, il y a eu un double mandat franco-britannique, ensuite une double tutelle franco-britannique. Et nous avons tous hérité, il dit le peuple camerounais, dans ces deux grandes composantes, francophones et anglophones, avons hérité d'une double culture. Il y a eu une culture qui appartient à la communauté anglophone, une culture qui appartient à la communauté francophone. Et ces cultures sont héritées des pays qui assuraient le mandat et la tutelle, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et la France. Ça, c'est ce qu'il faut noter. Et c'est la première raison pour laquelle le Cameroun a adopté le bilinguisme comme langue officielle, c'est-à-dire a inséré dans la Constitution le caractère bilingue de l'État. Le Cameroun a pour langue officielle le français et l'anglais. Ça, c'est la première chose, au niveau de la culture, sur laquelle vient se greffer la langue étrangère. Et il y a une deuxième chose, et cette chose est encore plus particulière. Ça concerne le caractère bijuridique n'est-ce pas, du système au Cameroun.
Et il y a une culture juridique francophone, il y a une culture juridique anglophone. Il y a également un autre sous-système qu'on a très vite appelé le système éducatif. Il y a un sous-système francophone, un sous-système éducatif anglophone. Et tout cela montre même, toutes ces spécificités montrent bien qu'il y a un problème anglophone qui peut rentrer dans le cadre de ces différents sous-systèmes biculturels, bijuridiques, sur le plan éducatif également. Pourquoi est-ce que je donne toutes ces précisions? C'est pour que vous puissiez comprendre que anglophone, le fait de parler anglais ne suffit pas pour dire que vous êtes anglophone. C'est toute une culture. C'est toute une culture qui a été héritée, n'est-ce pas, de cette tradition, de l'histoire de ce pays. Donc je dis, les problèmes généraux que connaissent tous les jeunes du Cameroun viennent s'ajouter aux autres problèmes que connaissent l'anglophone, de cette culture-là qui vit dans ces deux régions-là de manière spécifique. Si certains d'entre eux résident dans les régions francophones, ça n'enlève en rien la culture qu'ils ont reçue. C'est ça qui fait la spécificité de la question anglophone. Et donc, pour rentrer donc concrètement dans cette question, on ne peut pas faire fi de l'histoire. On ne peut pas faire fi de la manière dont l'État a muté de l'État. Vous savez, on a eu deux indépendances dans ce pays. Une indépendance pour le Cameroun oriental, le Cameroun français, le 1er janvier 1960. On a eu une deuxième indépendance, le 1er octobre 1961. Donc la communauté anglophone, qui était un État, le 1er octobre 1961, a eu l'indépendance en s'associant avec l'État français. C'est-à-dire, si vous voulez, le Cameroun oriental, avec la République, pour former la République fédérale du Cameroun. Donc, on ne peut pas régler les questions anglophones sans revenir à la situation du Cameroun le 1er octobre 61. Il y a deux États qui ont... Alors justement, 55 ans après ces événements, la grogne sociale qui survient à Bamenda laisse transparaître des positions radicales de la part des avocats anglophones et ce que Repère considère comme une gifle de la part de Laurent Esso, qui a été perçue comme une insulte par les avocats, bien sûr, anglophones frondeurs. Le ministre Laurent Esso qui estime qu'il n'y a pas de problème dans la traduction et l'existence des textes OHADA, qui est l'une, bien sûr, des griefs formulés par les différents avocats anglophones. Comment vous réagissez face à ce recadrage du ministre de la Justice, garde des Sceaux? Vous voyez, le ministre a dit ce qu'il a pu dire, mais la réalité, c'est que, vous savez, il y a de cela, c'est plus de 15 ans aujourd'hui que l'acte uniforme OHADA est applicable au Cameroun. Et je voulais vous rappeler quelque chose, que préalablement, ce traité, la langue officielle, c'était français, sans tenir compte de l'anglais. Pourtant, notre constitution prévoit qu'il y a des langues officielles dans ce pays qui ont l'égalité, l'anglais et le français. Des démarches ont été menées par le gouvernement pour introduire l'anglais et bien sûr d'autres langues des pays signataires. Bien après, les démarches ont été menées après avoir lutté fortement et on a introduit l'anglais, le portugais, l'espagnol et autres. Mais pourquoi la contestation continue? Je vais arriver là-bas. Après avoir introduit, il se pose un problème. Parce que le problème, ce n'est pas de traduire ce texte en anglais. Le problème, c'est de débattre ce texte. On devait le débattre dans les deux langues officielles. Au moment où on traduit en français et en anglais, ça n'a plus de même sens. Parce que, bien sûr, les éléments qui concernent le common law ne sont pas intégrés. C'est ça la principale plainte. C'est ça la principale plainte. C'est-à-dire, on devait d'abord créer une commission qui est spécialisée des avocats et les magistrats qui pratiquent la common law, les avocats et les magistrats qui pratiquent le droit civil français, qui doivent s'asseoir pour débattre ces textes dans les deux langues officielles avant de les transmettre. Parce que j'ai parcouru ce qu'on vient de nous envoyer il y a de cela 2 jours, vendredi, et jusqu'à là même, si vous lisez ça, il y a toujours le problème. Donc, si le gars de Sceaux dit qu'il n'y a pas un problème de traduction de texte, ça m'étonne. Parce que lui-même, il sait bien qu'il avait d'abord dit qu'il a déjà instruit les gens de procéder à la traduction de ces textes. Et s'il ressort maintenant pour dire qu'il n'y a pas... Le droit OHADA n'est pas un problème des francophones ou d'anglophones. C'est un droit international qui s'applique dans tous les pays et qui prend en compte les deux systèmes, le système de common law et le système romano-germanique.
Vous savez, le droit au hada, d'ailleurs même, c'est applicable dans les common law, mais c'est un droit qui est codifié. C'est purement différent de la culture anglo-saxonne. Il faudra qu'on sache ça. Même si c'est applicable, les magistrats et les avocats de ce côté-là ne peuvent pas vraiment appliquer ça tel qu'il fallait appliquer. Par exemple, le code de procédure pénale qui est aujourd'hui applicable dans le territoire Cameroun. Je veux vous dire que c'est 80% des droits, c'est 80% de ces codes de procédure pénale viennent de la common law. Et de ce côté francophone, ce code de procédure pénale n'est pas bien applicable ici. Parce que les magistrats, les avocats qui ont ce culture de droit civil ne maîtrisent pas, ne peuvent pas vraiment appliquer ça parce que ce n'est pas de leur couture, comme ça vient de la common law. Vous posez le problème de l'incapacité des magistrats à pouvoir s'exprimer, évaluer les problèmes techniques liés au common law? Tout à fait. Il faudra vraiment être quelqu'un qui a été formé par la common law pour pouvoir comprendre. Le ministre de la Justice estime que les magistrats qui sont en service dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest maîtrisent bien sûr le common law, que le problème qui s'est posé était au niveau de l'expression en langue anglaise et que ce problème a été résolu. Alors, professeur Yen Choufoubo, on voit bien qu'il y a une sorte de bras de fer entre le corps des avocats anglophones précisément et l'administration sur les questions techniques relatives à ce corps spécifique. Je vais faire un commentaire et puis avant de répondre, entendre parler le ministre et les acteurs du côté du gouvernement, c'est comme si il s'était arrêté quelque part, qu'on va toujours répéter qu'il n'y a pas de problème. C'est même pas comme ça qu'on gère une société de manière responsable. Quand j'ai dit avant qu'on n'anticipe pas, quand il faut créer une forme d'État, quand on choisit une forme d'État, il faut prévoir comment gérer cette forme d'État. Quand on a en 61, quand on a après les accords après les pourparlers de Fumba, je n'ai pas d'accord, la Constitution fédérale avait des gages pour comment gérer la société biculturelle. L'avènement du centralisme, je n'aime pas le terme unitaire parce que ça donne la fausse impression que d'autres ne sont pas pour l'unité. Quelle est la différence centralisme et l'aspect unitaire? Quand on dit en sciences politiques, la forme unitaire, c'est le centralisme. La forme unitaire, c'est-à-dire il n'y a pas d'État fédéré. Ok, mais ça donne l'impression, la fausse impression quelque part, que si vous optez, ici dans notre contexte, si vous optez pour quelque chose d'autre que l'unitaire, vous optez pour la sécession, ce qui n'est pas vrai. On peut avoir le régionalisme comme avec la France et d'autres formes jusqu'au... Mais c'est prévu dans le cadre de la décentralisation au Cameroun, l'existence des régions pour justement mettre ce développement local. Mais d'ailleurs, mais avec la forme unitaire qui est prise comme sacro-saint actuellement, il n'y a pas de mesure de gestion de la diversité anglophone ou la spécificité anglophone et francophone. On agit maintenant par des slogans. On parle de bilinguisme, il n'y a rien qui dit comment ce bilinguisme va fonctionner. C'est flou. Vous pouvez parler sur le plateau en anglais si vous voulez, en français comme vous voulez. Rien n'oblige un ministre de communiquer avec un anglophone en anglais. Donc c'est pourquoi c'est le problème du droit. Si on opte le fédéralisme, nous sommes dans l'héritage du fédéralisme. Et maintenant on est dans le flou parce que démanteler le fédéralisme, juste une minute, le fédéralisme démantelé, on a continué avec nos deux coutumes, dans le système scolaire et dans le système juridique. Dans le système juridique.
Mais bon, c'est dans le understanding, comme on dit. C'est entendu que ça va fonctionner. Mais rien n'oblige quelqu'un à traduire un texte. Rien n'oblige que le Cameroun continue à adhérer à certains actes internationaux. Mais justement, il y a une volonté d'harmonisation. Non, attendez. Edmond Kambia, Je vais finir. Je vous en prie. Il y a une volonté d'harmonisation maintenant du système éducatif et du système juridique. Et c'est là que Edmond Kambia, l'on voit naître la plus virulente forme de contestation de la part à la fois des enseignants et des avocats de ces deux régions anglophones. Pourquoi les différentes administrations de tutelle et ces différents corps n'arrivent pas à s'entendre? D'abord, je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que vient de dire le co-panéliste sur la forme de l'État. C'est vrai, le système jacobin, c'est un système centralisé qui montre très bien qu'elle n'a pas une référence directe avec l'État fédéral. Mais il y a une précision à faire. Notre constitution est très claire. Hein. Le Cameroun est un État bilingue. C'est-à-dire, il est fier de sa diversité culturelle, linguistique. Il y a le français et l'anglais. Vous savez que quand le Parlement adopte une loi, ou alors lorsque un traité est signé par le Cameroun, il est ratifié par le Parlement, pour que le texte sorte, il faut qu'il sorte en deux versions. C'est ce que prévoit la loi. Le texte doit sortir en français et en anglais. Et le problème que les avocats anglophones ont posé est sérieux parce que ce texte a été adopté au Cameroun dans la version unique, en français. Il aurait dû sortir avec les deux versions, en français et en anglais. Ça, c'est ce qu'il fallait d'abord dire. Le ministre de la Justice, lui, répond dans sa sortie en faisant savoir que c'est dans le journal officiel de l'OHADA, mais aussi du Cameroun, et que les avocats gagneraient justement à consulter. Non, je crois que ce n'est pas la meilleure façon de communiquer de la part du ministre de la Justice. Je crois que si ce texte avait été, n'est-ce pas, existait, si la version anglaise existait, les avocats d'expression anglaise n'auraient jamais manifesté et se seraient jamais plaints. Parce que lui-même, le ministre de la Justice, Laurent Esso, a reconnu que le texte n'était pas prêt. Oui. Dans sa première interview, dans le quotidien Cameroun Tribune, lui-même a dit que le texte n'est pas prêt et qu'une commission serait mise en place dans les jours à venir. Mais curieusement, il nous dit que le texte existe déjà dans le journal officiel. Mais je dis, cette façon de gérer le pays est extrêmement dangereuse. Où on communique bien, où on ne communique pas du tout. Voilà ce qu'il fallait préciser. Mais continuons notre propos pour dire ici et maintenant que le mal-être profond que ressentent, n'est-ce pas, nos frères anglophones est lié à la continuité historique de notre pays. Voyez-vous, on est passé de la République fédérale à la République du Cameroun. Si je vous explique les étapes et les processus intermédiaires qui ont permis d'aller de la République fédérale du Cameroun à la République du Cameroun, vous comprendrez une des raisons pour lesquelles la communauté anglophone du Cameroun est mal à l'aise. 55 ans après, qu'est-ce qui dérange encore? Alors bon, le gouvernement estime que l'on vit bien sûr en cohésion nationale et que les Camerounais, qu'ils soient francophones ou anglophones, se sentent à l'aise, qu'on soit à Bamenda, à Douala, Yaoundé ou à Limbé. On devrait, francophones et anglophones, se sentir partout à l'aise là où on se retrouve au Cameroun. Mais malheureusement, le système politique, le régime politique d'Ahidjo et celui qui a continué, celui de Paul Biya, est allé dans le même sens. Les deux sont allés dans le même sens. Pourquoi? Parce qu'en passant de la République fédérale à l'État unitaire, le président Ahidjo a créé, a organisé, dit-il, un référendum. Mais si vous allez fouiller pour voir les conditions dans lesquelles ce référendum s'est organisé, vous comprendrez que ça a été un hold-up. Un hold-up. Oui. Et puis, lorsque on a eu la constitution du 2 juin 1972, Ahidjo a quitté le pouvoir le 6 novembre 1982. C'est ainsi que Paul Biya accède au pouvoir. 2 ans après, en février 1984, il sort un décret qui fait de la République unie du Cameroun la République du Cameroun. Vous savez ce que signifie la République du Cameroun dans l'esprit des Camerounais qui ont connu les deux indépendances de l'État du Cameroun oriental et du Cameroun occidental. La République du Cameroun, telle que nous sommes dénommés aujourd'hui, a pour référence et pour lien unique le Cameroun
oriental, c'est-à-dire le Cameroun français. C'est l'indépendance du Cameroun français qu'on a. C'est le 1er janvier 60 qu'on dit République du Cameroun. Donc nous sommes, depuis 1984, nous sommes retournés au Cameroun du 1er janvier 1960. Merci. Il n'y a plus aucun lien. Je dis bien, il n'y a plus aucun lien avec l'autre État qui s'est associé avec l'État francophone pour qu'on ait cet État fédéral et même la République unie qui rappelait le souvenir qui ces deux États qui sont mis ensemble. C'est l'une des raisons, parce qu'il y en a d'autres. On évoquera les autres raisons. Docteur Ngala Donatus Béfi, vous suivez bien sûr toutes ces analyses qui sont faites sur les raisons pour lesquelles il existe, selon les copanélistes, un problème anglophone au Cameroun. Vous partagez ce point de vue? Voilà ce que je voudrais dire. C'est une mélopée. Depuis plus de 2 décennies maintenant, c'est une mélopée. C'est le problème anglophone. Moi, je pense sincèrement qu'il faudrait ouvrir un forum permettant à ceux qui disent avoir des problèmes de les poser en vue d'obtenir des solutions. Qu'un forum public soit organisé. Parce que ça ne sert à rien de nier tout le temps il n'y a pas de problème anglophone. Et ça ne sert à rien de répéter tout le temps il y a des problèmes anglophones. Alors pour vous, est-ce qu'il y a un problème ou il n'y en a pas? Problème anglophone? Je dis non, il n'y a pas un problème anglophone. Quelles sont je vais clarifier. Allez-y. Quelles sont vos raisons? Non. Voilà ce que je vais dire. Ce qu'il développe n'est pas un problème anglophone. Je dis ça haut et fort. De quel problème? C'est le problème de l'ancien Southern Cameroun. Ceux qui manifestent aujourd'hui parlent de problèmes anglophones. Ça n'a pas de sens. Ils parlent des problèmes est-ce que l'anglophone vous dit quoi? Pour vous, l'anglophone c'est quoi? Je vous en prie. Docteur, pour vous, l'anglophone c'est quoi? Pour vous, l'anglophone c'est quoi? Comment dissociez-vous les problèmes du Southern Cameroun? On n'élève pas la voix sur ce plateau. Dites-nous. Les Camerounais vous suivent. Expliquez les raisons pour lesquelles vous estimez qu'il n'y a pas de problème anglophone. Depuis 1988, je n'enseigne que ça d'ailleurs. Allons-y. Quand vous dites problème anglophone, je dis même pour leur intérêt propre. Quand ils disent problème anglophone, ils ont tort sur toute la ligne. Qu'ils disent le problème de l'ancienne Southern Cameroun, ça va se comprendre. Quelle est la différence entre... Attendez. Anglophone c'est qui? Attendez. Venons-en. Anglophone c'est qui? Définissez-moi anglophone. Là, c'est une question de sémantique, monsieur. Non, l'anglophone, c'est celui qui parle anglais. Point. Vous avez une autre définition? Le problème anglophone... Je dis l'anglophone, c'est celui qui parle anglais. Et ils ne sont pas que dans ces 2 zones-là. Docteur Parlez pas du problème de l'ancien Southern Cameroun, ça aurait un sens. Alors, sont sérieux. Des problèmes qui posent justement ces populations qui résident dans ce Southern Cameroun, effectivement, et qui s'estiment et qui le présentent comme un problème anglophone. Est-ce que sur le fond des revendications qui sont posées, est-ce que vous partagez ce point de vue? J'ai dit qu'ils ont tort. J'ai dit d'ailleurs c'est pour leur intérêt. Je ne suis pas leur stratège, mais je dis ceci. S'ils veulent que cela ait du sens, qu'ils parlent du problème de la Ciel sort du Cameroun. Il vient développer cela. Je vous explique ça mieux que lui. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, la République du Cameroun, c'est le nom de l'entité du Cameroun oriental. C'est ce que j'ai dit. Avant 1972. C'est ce que j'ai dit. Je suis d'accord avec vous. J'ai dit donc que quand on en parle, il ne s'agit pas de dire problème anglophone. Il faut dire problème de l'ancien. Mais est-ce qu'il y a un problème de l'ancien Southern Cameroun? Est-ce qu'il y a ce problème? Voilà. Sur le fond, y a-t-il un problème de Southern Cameroun dans la République du Cameroun actuelle? Très belle question. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème de l'ancien Southern Cameroun? Je dis donc, il ne sert à rien de dire qu'il n'y en a pas. Il ne sert à rien de dire de l'autre côté qu'il y en a. Mais il faut un forum pour que ça soit tiré au clair. Parce que quand vous êtes malade, vous estimez malade, vous êtes auprès d'un médecin, vous dites que vous êtes malade. Si vous dites que non, vous n'êtes pas malade, il aggrave la situation. Merci, il faut que vous preniez en charge même en vous donnant un placebo. Donc il faudrait qu'un forum public soit organisé. Le ministre de la Justice a bien sûr réagi par rapport à ça. Il annonce que selon
les instructions du président de la République, des états généraux de la justice sont en cours de préparation. Maître Gilbert Bongam, est-ce que c'est la réponse que vous attendiez par rapport aux préoccupations que vous posez depuis de nombreuses années et que vos confrères posent du côté de Bamenda? Les états généraux de la justice. Non, mais avant d'arriver là-bas, je voudrais d'abord aborder à la question que vous avez posée au docteur par rapport au problème, soit dit les anglophones ou il dit les anciens Southern Cameroun. Oui. Je voudrais d'abord attirer l'attention du docteur parce que quand nous sommes sur le plateau, il faudra dire la vérité et pour éclaircir les gens. Au Cameroun, il faudra dire ça à haute et intelligible voix. Les anglophones sont marginalisés dans ces pays. Les anglophones, c'est Je vous en prie, docteur Galasso, permettez-le de s'exprimer. Ce sont les populations originaires de l'ancien Southern Cameroun. Je vous en prie, messieurs. Ils sont marginalisés. Messieurs, je vous en prie. Et je voudrais en arriver là-bas. Les anglophones, ceux qui parlent. Qu'est-ce qui fait la marginalisation des anglophones au Cameroun? Quels sont les éléments dans lesquels vous mettez marginalisation? Oui. Disons par exemple, pour aller au nord-ouest, vous arrivez à Bafoussam, Bouddha, on a arrêté les routes, on a arrêté là-bas, on a pu continuer, ça fait 3 ou 4 ans aujourd'hui. Pour arriver de Bamenda, les transitions Bamenda, Bouddha, Bamenda, c'est au moins 4 heures du temps. Premier élément. Nous arrivons à la Cour suprême du Cameroun. On n'a jamais eu soit un magistrat anglophone qui est soit le président de la chambre administrative, c'est un francophone, le président de la Cour suprême, avocat général auprès de la Cour suprême, n'est-ce pas? Même les greffiers en chef, auprès de criminel spécial, tout ça, aucun anglophone ne peut. On vient de nommer Paul Ayabine. Hein? Il est quoi? Il est substitut. Ouais. Substitut, j'ai dit, les chefs, il n'y a aucun. Et la Cour suprême, nous savons que tous les appels qui viennent, soit de nord-ouest ou de sud-ouest, le pouvoir, n'est-ce pas, à la Cour suprême, les arrêts sont rendus en français. Est-ce que c'est normal? Oui, comme je l'ai dit. Est-ce que c'est normal? C'est parce qu'on ne considère pas ceux qui viennent de ce côté-là comme vraiment les Camerounais qui ont le droit où ils ont le droit d'avoir quelque chose. Maître Il y a certains postes dans ces pays. D'autres répondent à vos propos en faisant savoir que le chef du gouvernement, il est bien sûr... Il est la 4e personnalité du pays. Il a que pouvoir. La sécurité du chef de l'État, qui est à Tangadji, est également anglophone. Il y a 2 grandes universités qui se trouvent dans le sud-ouest, dans le nord-ouest également, alors que d'autres régions du Cameroun crient depuis de nombreuses années pour avoir des universités. Elles ne l'ont pas. Alors, est-ce que ces éléments aussi ne vous sont pas opposés et ne font pas ce qu'il n'y a plus finalement une marginalisation des anglophones dans la gestion du pays? Non. Vous devez savoir quelque chose. Quand on dit marginalisation, ça ne veut pas dire que les 2 régions sont totalement abandonnées à eux-mêmes. Il faudra être honnête. Avoir une université à Boya où même les anglophones, on les empêche même d'entrer là-bas parce que les conditions pour eux d'entrer là-bas sont plus difficiles que les francophones. Est-ce que c'est normal? Il faut être honnête. Le ministre de l'Enseignement supérieur a réagi par rapport à vos propos lors d'une réunion du comité interministériel. Il fait savoir que les universités de Boya et Bamenda recrutent prioritairement les ressortissants des 2 régions anglophones. Pourtant, l'unité nationale impose qu'il n'y ait pas d'école exclusivement réservée. Je vais vous dire. Est-ce que ça ne contredit pas ce que tu as dit? Je vous dis. Peut-être le ministre de l'Enseignement supérieur lui-même, il oublie quelque chose. Pour vraiment être admis à l'université de Boya, il faut avoir à la base l'anglais, le ordinary level. Oui. N'est-ce pas? Mais pour admettre un francophone dans cette université, on n'a pas besoin de ça. Vous entrez, vous faites 2 mois de cours en anglais, c'est fini. Est-ce qu'il y a l'équité dans ça, de vous et moi? Est-ce qu'il y a l'équité? Il n'y en a pas. Parce que pour que moi, j'entre à l'université de Boya, je dois avoir l'anglais à la base. J'ai fait l'anglais dans toute ma vie, mais il faut avoir ça à ordinary level. Vous sortez d'ici avec votre bac. Vous entrez à Boya, on vous prend. Vous n'avez pas d'anglais. On vous donne un cours de 2 mois. Vous devenez apte. Est-ce qu'il y a l'équité? C'est un peu ça. Alors, les états généraux de la justice qu'on annonce, est-ce que ça pourra résoudre justement le problème qui est posé spécifiquement dans le secteur d'activité où vous êtes, où des avocats ont posé plusieurs griefs à l'encontre des défaillances du système juridique et judiciaire? Pour moi, je doute fort. Je doute fort parce que le problème
devait commencer à la base. On devait commencer ce problème à la base. Créer des différentes commissions pour régler ce problème-là. Mais les États généraux servent à ça. Il y aura des commissions qui vont se réunir, des ateliers scientifiques où il y aura des propositions qui seront faites. Propositions, n'est-ce pas? Ces propositions, si on les fait, est-ce qu'on doit prendre ça en considération? C'est ça la question. Parce que dans notre pays, il est bien beau de dire des choses et quand on propose, ça finit à ce niveau. Professeur Yen Chouroubo, justement, sur ces appréhensions qu'a Maître Gilbert Bongam, le dialogue entre le gouvernement et les différents fondeurs est bien sûr établi, mais le problème, c'est sur l'application des résolutions qui sont prises au terme de ces négociations-là. Et c'est là l'un des griefs que posent les enseignants grévistes. Ils font savoir qu'il y avait eu des résolutions prises en 2012 et qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas mises en application. Est-ce qu'avec ce qu'on annonce comme états généraux dans la justice, on peut espérer que la donne change? Il faut d'abord commencer par dire qu'on ne peut pas nier le problème anglophone. Il faut contextualiser. Je suis d'accord avec mon collègue éco-panéliste, le professeur Ngala, quand il dit que l'anglophone, c'est lui qui parle l'anglais. Oui, mais majoritairement au Cameroun, ce sont ceux qui sortent, qui viennent de ces deux régions. Et en plus, ceux des francophones qui entrent dans cette culture. Dès qu'ils entrent dans cette culture, ils peuvent se confronter, qui peuvent rencontrer les mêmes problèmes. Ceux qui ont décidé d'apprendre cette langue ou qui ont émigré, comme les Bassa et les Bamrékés qui sont immigrés. Est-ce que ce n'est pas une tribalisation? Pour des raisons historiques. Non, est-ce que ce n'est pas une régionalisation ou une tribalisation? Ce sont les faits historiques. Je voulais dire que cette fois-ci, ils vont entrer dans ce problème. Oui. Les deux problèmes, comme on peut dire, le problème anglophone, c'est la domination presque complète du français, l'alignement administratif au français. Nous vivons ça au jour le jour. Et que ça pénètre tous les domaines officiels. Le droit, les correspondances, et tout. Il faut que, quand les gens crient maintenant, parce que vous dire, hey, vous allez trop loin, il n'y a plus d'équité. Voici le problème anglophone. Est-ce que l'équité au Cameroun doit se baser sur cet héritage de la colonisation au lieu de revenir sur les bases profondes? Non, parce que quelqu'un peut être désavantagé par son identité d'être anglophone, parce qu'il s'exprime en anglais. Oui. Ils peuvent échouer à un concours. Si le concours n'est fait qu'en français, ils peuvent échouer à l'université, comme nous avons des camarades qui ont échoué. Il y a toute une génération d'anglophones qui a été perdue à Yaoundé à cause du français. C'est maintenant qu'ils ont demandé les deux universités. C'est une haute lutte que nous avons eu ça. Mais revenons maintenant à l'histoire de... Je vous en prie. Professeur Yen Chouroubo, le temps nous tient à la gorge. Sur les propositions, c'est ça. Pouvoir faire, pour éviter de tels débordements à l'avenir. Oui, les propositions, c'est que nous avons une lenteur à appliquer même des choses que nous avons fait, à commencer par la Constitution, qui prévoit des choses qui ne s'appliquent que lentement et à très longue durée. Tout à fait. Et même quand on sort de certains états généraux, comme les états généraux de l'éducation, l'une des demandes était que il y avait des choses de 78, 98. La loi d'orientation scolaire de 98 qui n'a pas été appliquée. Qui n'est pas appliquée. Donc je pense que pour résoudre le problème, pour avoir la paix sociale, il faut qu'une fois qu'on s'est convenu, qu'on a cherché des solutions, qu'on applique, parce que ça donne l'assurance et qu'il n'y ait pas de suspicion envers le gouvernement. Tu sais, le gouvernement va parler là, est-ce qu'il va appliquer ce qu'il a dit? C'est ça aussi. Si c'est rassurant que vous faites des promesses, et vous l'appliquez. Vous l'appliquez, ça va. Docteur Maître Gilbert Bongam, justement, le Premier ministre est à Bamenda, il rencontre vos confrères, vous échangez avec eux. Qu'est-ce qu'il leur a promis? Depuis vendredi que Philémon Yan est à Bamenda pour rencontrer
les avocats qui ont boycotté la rencontre prévue à Yaoundé par le ministre de la Justice. Oui, vous savez que le ministère de la Justice a d'abord invité ces avocats qui étaient les leaders de ces manifestants. Ils ont estimé ne pas partir à cette rencontre à Yaoundé parce que le garde des Sceaux avait déjà fait un sortie pour donner sa position. Et ces avocats estimaient qu'il ne peut plus être juge et parti. Ils ont décidé de ne plus partir. Mais ils ont saisi le chef d'État pour lui demander qu'il préférait que c'est le Premier ministre qui soit médiateur dans ce problème. Justement, qu'est-ce que Philémon Yon leur a dit? Le Premier ministre a descendu sur le terrain, il a rencontré les avocats et ce n'était pas... c'était un échange entre les avocats et le Premier ministre. Ce n'était pas que les avocats sont allés assis et on a lu une résolution, non. C'était une rencontre et les avocats ont présenté leur doléance auprès de Premier ministre qui a reçu ça et il était vraiment content parce que lui-même il a dit que il y a un problème d'anglophones dans ce pays. Le Premier ministre lui-même il a confirmé. C'est ce que vous ont relaté ceux qui l'ont rencontré. Oui, tout à fait. Je n'étais pas là, mais je suis un avocat. Donc, ils nous ont relaté. Et il a même dit que ce que Tanganji a dit, parce que Tanganji a dit des choses terribles, il n'a pas le porte-parole du gouvernement. Il faut savoir ça. Donc, Tanganji, il a dit tout ce qu'il a dit juste pour protéger ses intérêts. Parce que, croyez-vous, je pense pas que, je ne me rappelle pas la dernière fois même qu'il allait à Bamenda pour connaître le problème des anglophones. Alors, le Premier ministre a bel et bien dit ceci. Pour lui, le problème le fédéralisme que les avocats posent. Pour lui, c'est un problème d'ordre politique. Et ils ne peuvent pas, y conseiller des avocats parce qu'il sait qu'il y a un problème d'anglophone. Et les arguments qu'ils ont soulevés sont fondés. Mais pour lui, ils estiment que les avocats devaient se limiter sur leurs problèmes qui les concernent à eux-mêmes spécifiques. Et sur ce problème-là, qu'est-ce que compte faire? Des fédéralistes, il dit que non, c'est un problème politique. Oui, je m'en suis les problèmes que posent les avocats. Tous les problèmes posés par les avocats, le Premier ministre a dit ceci. Il va retourner parce que c'était sous haute instruction du chef d'État. Il doit retourner voir le chef d'État pour ce problème. Mais concernant les robes des avocats que le policier avait saisi à Boya et autres, il va faire une sortie au plus tard vendredi par rapport à ce problème. Justement, Edmond Kambia, sur cette sortie du Premier ministre, alors qu'il y a eu le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de la Justice qui se sont exprimés, est-ce que ça ne traduit pas un aveu d'échec de la part des négociations menées d'abord entre le ministre de la Justice et les avocats, le ministre de l'Enseignement supérieur et les enseignants grévistes, pour que le chef du gouvernement se déplace jusqu'à Bamenda pour pouvoir rencontrer les frondeurs? Quelle est la symbolique de cette action que vous avez vécue? Effectivement, c'est un aveu d'échec concernant les différentes réponses gouvernementales aux problèmes posés par les avocats anglophones d'abord et ensuite les enseignants. Je dis parce qu'il y a une chronologie de faits. Il y a plusieurs réponses que le gouvernement a apportées à travers différents ministres. Notamment Laurent Esso, il avait fait une première sortie auparavant. Il y a eu le comité interministériel que tu as cité tantôt, qui concernait au moins 4 ministères. Le ministère de l'Éducation de base, l'enseignement supérieur, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et des enseignements secondaires. Qui a fait, il faut le dire, un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles des recommandations pertinentes. Mais ces différents syndicats enseignants, y compris celles qui ont pris part à cette rencontre-là, étaient assez dubitatives. C'est parce que cela n'a pas marché qu'aujourd'hui, le chef de l'État a pris sur lui, n'est-ce pas, a instruit le Premier ministre de se rendre à Bamenda. Et ça, c'est le premier camouflet à M. Paul Tanganji, qui a prétendu qu'il n'y a pas un problème anglophone. Quand le chef de l'État envoie le Premier ministre sur le terrain rencontrer, n'est-ce pas, toutes les parties. Parce qu'effectivement, le Premier ministre a rencontré tous les partis, y compris, comme disait l'avocat tout à l'heure, il a rencontré les représentants des avocats, les représentants des syndicats, des enseignants. Et là, il leur a demandé de lui donner un délai pour soumettre toutes ces doléances-là pour que le gouvernement puisse apporter des résultats en temps opportun. Sauf que les représentants des avocats et des enseignants lui ont dit on ne peut pas vous donner, monsieur le Premier ministre, un délai.
Parce qu'on a vu comment, historiquement, dans ce pays, chaque fois qu'on fait des promesses, que le gouvernement fait des promesses, il ne les respecte pas. C'est la raison pour laquelle ils ont annoncé la poursuite de la grève. Justement, le gouvernement a également fait des promesses, Edmond Kamgia, sur la création de 400 000 emplois en 2017. C'est ce qui est prévu dans le programme économique, social et culturel du Cameroun, présenté par Philémon Yan à l'Assemblée nationale. Cependant, dans ce budget 2017, ces lois des finances, il y a également une énorme pression fiscale. C'est du moins ce que constate la nouvelle expression Edmond Kamgia, avec de nouvelles taxes sur l'importation de la matière première destinée à la fabrication du ciment, l'augmentation également des taxes communales, du timbre communal. Est-ce que cela ne risque pas de faire encore grincer les dents en 2017? Effectivement, l'année qui va bientôt commencer là s'annonce très difficile avec cette inflation des taxes. Et on a vu venir cela. C'est-à-dire que plusieurs partis de l'opposition et même la société civile et beaucoup d'intellectuels qui ont réagi dans les médias en temps opportun lorsqu'on a parlé des accords ACP qui étaient entrés en vigueur et qui auraient des conséquences progressive sur l'économie nationale. Ça, c'est l'une des conséquences des accords que l'État camerounais a signés sans tenir compte des autres pays de la sous-région. Parce que lorsqu'on ouvre ainsi, n'est-ce pas, nos douanes sans qu'il y ait des taxes, avec des exonérations, mais il fallait s'attendre à ce que l'État trouve des moyens pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a ces nouvelles taxes. C'est parce que nous avons perdu une opportunité d'avoir, n'est-ce pas, de l'impôt à travers les accords ACP. Ça, c'est l'une des raisons. L'autre raison, c'est que, malheureusement, si les problèmes actuels qu'on a débattus depuis le début sur ce plateau ne sont pas résolus, je peux vous dire que janvier sera encore plus brûlant que les mois qui viennent de passer. Docteur Ngala Donatus Befi, vous êtes aussi pessimiste que Edmond Kamgia sur l'avenir? Bon, j'aurais été également pessimiste s'il n'y avait pas eu ce comité interministériel que vous venez d'annoncer. Je pense que il ne faut jamais rater l'occasion de poser des problèmes et de les poser de la meilleure manière. On a souvent posé des problèmes qui n'ont pas été reçus. On n'a pas été reçu pour poser son problème. Mais cette fois-ci, quand on ouvre les portes, venez poser le problème, mais engouffrez-vous. Et posez ce problème. Si ça ne vous arrange pas, vous ne signez pas. À chaque réunion, à chaque comité, il y a souvent des résolutions. Pourquoi les enseignants ne devraient pas boycotter, selon moi, ce forum-là? Il faut qu'ils y aillent. Si ce qui est discuté ne les arrange pas, ils ne signent pas. À ce moment-là, ils annulent le bénéfice du doute dont bénéficierait le gouvernement par rapport à ce qu'on disait justement ici, que ces gens-là ne tiennent pas promesse. Ouais. Je vous dis, je prends un exemple. Ni John Prundi, le plus gros point qu'il a gagné dans sa carrière politique, c'est d'avoir participé à la tripartite. Il y est allé, et quand ça ne l'arrangeait pas, il a claqué la porte, il n'a pas signé le parti. Et vous avez vu la charge émotionnelle positive qu'il a suivie. S'il n'y était pas allé, il serait toujours accusé de ne pas y aller, de ne pas y être allé. Comme en 1991, il n'est pas allé aux élections législatives. Il a échoué depuis ce temps-là. L'humanité tout entière, jusqu'aujourd'hui le critique. Personne ne peut gagner un débat en soutenant que le SDF avait raison de boycotter l'élection législative en 1992. Docteur Ngala, donc il faut toujours y aller. On dirige vers 2017 et la presse est inquiète au regard des nouvelles mesures fiscales, l'élargissement de l'assiette fiscale, de nouveaux impôts, notamment les appartements meublés désormais qui vont être soumis à de nouvelles taxes, l'impôt sur les sociétés et la TVA. Comment est-ce que vous accueillez cet élargissement de l'assiette fiscale? Oui, sauf que moi, je n'ai pas une clarification par rapport à ces nouvelles taxes concernant précisément les appartements. Mais en tant que Camerounais, je sais pas si il s'agit le ciment, sur la matière première concernant la fabrication du ciment, sur le timbre communal qui va augmenter. De 200 à 600 francs. Vous qui êtes un usager, un Camerounais, citoyen ordinaire, comment vous accueillez ça? Donc voilà comment je vois le problème. Que le coût de la vie va s'augmenter. Oui. En résumé. Et personne ne peut être à l'aise avec ça. Dans aucune société, on ne peut être à l'aise avec la flambée des prix. Et ce que moi je suggérerais, c'est qu'il y ait un contrôle strict, il y a une homologation des prix et un respect très strict de ces homologations-là. Mais il faut quand même préciser qu'à côté de ces mesures, il y a la dispense de paiement des patentes
et de la taxe sur la propriété foncière, également l'IS qui est accordé aux institutions privées dans la formation, l'éducation, et également des mesures incitatives pour les entreprises qui vont créer des emplois dans des zones économiquement sinistrées. Est-ce que le gouvernement n'est pas aussi en train de répondre aussi positivement? Oui, exactement. Il s'agit d'une mesure, n'est-ce pas, compensatoire. Parce que dans ces zones défavorisées économiquement, il faudrait mettre en place des mesures incitatives pour attirer des investisseurs. Or, ils ne peuvent y aller que si les conditions d'investissement sont favorables, sont meilleures qu'ailleurs. Alors, moi, je pense que ça va permettre d'équilibrer un petit peu et même de freiner l'exode rural. Maître Gilbert Bongam, ça peut permettre à ce qu'il y ait plus d'investissements dans la région du Nord-Ouest et permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi si ces mesures visant à des mesures incitatives pour des investisseurs que vous accompagnez en tant qu'avocat, est-ce que cela suffit à les attirer au Cameroun pour qu'ils se retrouvent à Bamenda, par exemple? Je pense que non. Non, pourquoi? Parce que la première question, c'est l'accessibilité à Bamenda. Parce que vous ne pouvez pas, même si les sociétés sont là, qui peuvent s'installer, ils ne payent pas les impôts. La question est de savoir si les sociétés, si l'enfant fait comment pour arriver à Bamenda. Un problème d'infrastructure. D'infrastructure d'abord. C'est ce que l'État devait d'abord commencer par là. Si vous regardez l'État comme les États-Unis, les impôts dont vous parlez sont applicables là-bas. C'est de ça qu'on développe le pays avec. Si au Cameroun, on estime d'augmenter soit les taxes communales et autres, la question que l'État devait commencer à faire, de chercher à savoir si, en augmentant ça, les citoyens doivent vivre normalement. Est-ce que les salaires, avec les salaires quotidiens, ils peuvent vivre quotidiennement? C'est ça le problème. On devait d'abord chercher à savoir si les salaires, parce que si vous augmentez et en même temps les salaires ne sont pas augmentés, ça va plutôt créer le sérieux problème. Alors en allant dans les zones non développées, où les sociétés peuvent être installées là-bas, pour ne même pas payer les impôts, les sociétés ne peuvent pas aller là-bas sans y avoir des bonnes routes, sans y avoir l'électricité et autres. L'État devait commencer à développer ces zones-là avant de mettre en place Donc pour vous, la priorité doit d'abord être le développement des infrastructures, mettre de l'énergie disponible dans ces zones-là pour que des investisseurs puissent y arriver, que les impôts sont insuffisants pour pouvoir attirer des investisseurs. Oui, c'est bien ça. Alors justement, professeur Yen Chouvoubo, sur cette question de l'impôt qui semble aux yeux de l'opinion nationale être assez important et que l'efficacité de la dépense publique n'est pas toujours bien perçue. Alors 2017 pourrait être une année tout aussi explosive que celle de 2016. Je ne suis pas prophète. je vais plutôt donner un mot de caution par rapport à ce que l'État fait, parce qu'on dit en sciences économiques que trop d'impôts tue l'impôt. Oui. Donc il ne faut pas faire la pression. C'est déjà la TVA est déjà très élevée. Et donc il faut. Mais il faut faire face à ce que l'État appelle le double choc pétrolier et sécuritaire. Avec l'entrée de l'AP en vigueur, la recette de l'État souffre assez. Il faut donc élargir pour permettre au gouvernement de continuer à fonctionner. Il faut que ça soit proportionné. Peut-être ceux qui sont plus riches, comme les grandes sociétés, payent plus que les petits commerçants. Parce que les commerçants seront doublement touchés. Ou bien un fonctionnaire peut être doublement touché. Il paye l'impôt, mais il paye le TVA et autres taxes sur plusieurs des taxes, des impôts de consommation, comme on peut le dire. Donc, il faut prendre des mesures incitatives et aussi assurer la société civile sur le fait que cet impôt ne sera pas pour le fonctionnement de l'État, mais investi dans le social, l'infrastructure sociale, mais aussi dans l'éducation et d'autres secteurs, comme pour relancer l'économie à long terme. Justement, professeur Yen Chouvoubo, je reste avec vous pour terminer cette émission. Il y a eu cette fin de semaine, le décès d'une figure historique du XXe siècle dans le monde, Fidel Castro qui s'en est allé
Et bien sûr, il avait des liens très profonds avec l'Afrique. Vous qui êtes sociologue et anthropologue, quel héritage laisse-t-il? Quel lien et quelle idéologie l'Afrique peut-elle garder de cet homme-là? Fidel Castro, je crains qu'avec son départ, c'est la fin du prolongement de la guerre froide. Parce que la guerre froide est finie, mais il y avait des survivances, même symboliques. Comme il était face à un petit pays, il a tenu tête pendant longtemps. C'était tout un symbolisme de résistance à l'impérialisme américain. Et pendant une longue période, il a été incapacité par la maladie. Et on l'entendait beaucoup, on ne le sentait pas. Et ses liens avec l'Afrique. Mais lui qui a voulu exporter cette idée de révolution sur le continent africain. Il a aidé beaucoup, il a aidé certains pays à avoir l'indépendance, je crois, l'Angola. Il a aidé même, je crois, le SWAPO de Nojoma. Et beaucoup, il a voulu impulser des mouvements. Il a avec ses peu de moyens, mais il était inspirateur. Mais nous sommes dans une nouvelle donne où on n'entend plus parler avec le post-guerre froide. Il n'y a plus tellement de gens comme ça, on risque de l'oublier dans le contexte actuel. Merci, professeur Yen Choufoubo. Merci, messieurs Edmond Kangia, docteur Ngala Donatus Befi, et vous, maître Gilbert Bongam, d'être venu sur ce plateau pour débattre de ces préoccupations majeures qui concernent la société camerounaise et africaine. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Restez sur Equinox Télévision.